Très bien. Eh bien, nous sommes au complet. Nous allons pouvoir démarrer. Et donc, Sarah, je crois que tu es en visio. Donc, si tu... Voilà. Et ben voilà. Comme ça, nous sommes au complet. Et nous voyons tout le monde nous voit. Nous allons pouvoir démarrer. Donc, mesdames les rapporteurs, chers collègues, mesdames, nous poursuivons ce matin nos travaux consacrés à la montée en puissance des mouvements et réseaux masculinistes en France. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin 5 associations aux missions et aux champs d'intervention différents, mais qui se rejoignent dans un même combat, la lutte contre le sexisme, les violences faites aux femmes et plus largement contre toutes les formes d'inégalité entre les femmes et les hommes. Si nous avons souhaité organiser cette table ronde dans la semaine du 25 janvier, date éminemment symbolique de la Journée nationale contre le sexisme, c'est précisément pour donner la parole à celles et ceux qui œuvrent concrètement sur le terrain et qui peuvent témoigner de manière très directe de la réalité de la montée des discours masculinistes et de leurs conséquences bien réelles. Et du coup, je suis en train de réaliser qu'effectivement, Isli n'est pas arrivée. Mais elle va... Ah si, elle est là. Ah ben non, je ne l'avais pas vue, excuse-moi. Tout va bien. Non, parce que justement, non mais 25 janvier... Les associations féministes jouent en effet un rôle de première ligne dans la prévention de ces violences, la sensibilisation, l'accompagnement des victimes, mais aussi pour la résistance quotidienne face aux discours et aux offensives masculinistes. Nos premières auditions nous ont permis d'établir un constat très clair. Les masculinismes ne sont ni anecdotiques ni marginaux. Ils constituent aujourd'hui une menace claire et inquiétante contre les femmes. Ils se manifestent sous des formes diverses et structurées, incel, MGTOW, coach en séduction, tradewives. Mais par-delà leurs différences, ils s'articulent autour de stratégies convergentes et d'un même récit, celui d'une prétendue crise de la masculinité, d'une victimisation masculine et d'un ressentiment dirigé contre les droits des femmes et contre l'égalité. Et leur cible principale, ce sont très souvent les féministes et par conséquent les associations féministes qu'ils cherchent en permanence à délégitimer. Les statistiques et les enquêtes d'opinion confirment l'ampleur et l'aggravation de cette dynamique. SIDAction nous indiquait la semaine dernière que 58% des hommes pensent que le féminisme va trop loin et 52% que les mouvements féministes cherchent surtout à affaiblir les hommes. De son côté, le Haut Conseil à l'égalité, dans son récent rapport annuel sur l'état du sexisme en France, dresse lui aussi un constat particulièrement préoccupant. 39% des hommes et 25% des femmes estiment que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. Cette défiance à l'égard du féminisme, nous le savons, est au cœur de la rhétorique masculiniste. Elle instrumentalise la peur d'un prétendu déclin masculin, construit une opposition artificielle entre les sexes et alimente une remise en cause frontale et décomplexée de l'égalité. À ce titre, le masculinisme constitue un danger non seulement pour les femmes, mais aussi plus largement pour notre pacte démocratique et pour la cohésion de notre société. Face à ces constats, les associations sont en première ligne. Vous travaillez à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la prévention des violences, à la protection des victimes et plus largement à la lutte contre les bases culturelles et idéologiques qui permettent la diffusion et la banalisation de ces discours. D'abord par la sensibilisation et la communication auprès du grand public. J'étais ainsi lundi soir présente lors du lancement de la campagne du collectif Ensemble contre le sexisme qui vise précisément à mettre un coup d'arrêt à l'indifférence face à cette banalisation. Mais vous êtes aussi le réceptacle de nombreux témoignages. Vous observez l'irruption de ces idées dans les parcours individuels, dans les relations affectives, dans les récits de victimes et parfois dans les discours et les justifications des auteurs de violences. Je pense évidemment au rôle de la Fédération nationale Solidarité Femmes et du numéro 3919, une ligne d'écoute essentielle dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Votre retour d'expérience sera précieux pour nous dire si et comment les discours masculinistes imprègnent aujourd'hui les passages à l'acte, les mécanismes d'emprise ou les stratégies de justification de la violence. Dans un contexte de montée du complotisme, de désinformation et de défiance à l'égard des institutions, il est d'ailleurs frappant de constater que le baromètre du Haut Conseil à l'égalité
montrent que les associations bénéficient d'un niveau de confiance très élevé, 75%, supérieur même à celui accordé par exemple aux médecins, 70%. Cela dit beaucoup de votre rôle central, non seulement dans l'accompagnement des victimes, mais aussi dans la prévention et la lutte contre ces idéologies. La question de la prévention m'amène naturellement à celle de l'EVARS, tant il a été souligné au cours de nos auditions le rôle crucial joué par cet enseignement et combien il est nécessaire de promouvoir de véritables contre-discours face au déferlement de contenus masculinistes en ligne. À ce titre, cela soulève la question du rôle des associations dans cet enseignement, en raison de leur expertise et de leur légitimité acquise au fil des années. Une intervenante du SIDAction rappelait ainsi qu'au planning familial, par exemple, une formation à l'EVARS représente jusqu'à 170 heures, beaucoup plus que celle dont bénéficient les enseignants. Vous pourrez revenir sur la manière dont vous concevez votre rôle vis-à-vis de l'EVARS. Mais cela pose aussi la question très concrète des moyens. Lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2026, la proposition de créer une ligne budgétaire dédiée à l'EVARS au sein de la mission enseignement scolaire a été rejetée. Vous nous direz si, de votre point de vue, la définition de programme entrée en vigueur pour la rentrée 2025 de l'EVAR et de l'EVARS constitue une avancée satisfaisante et si les moyens qui y sont consacrés vous paraissent suffisants. Et puisque nous évoquons les moyens, il faut aussi dire un mot de la situation financière des associations. Tous les rapports, et notamment celui de nos collègues sénateurs Arnaud Bazin et Pierre Barros, membres de la Commission des finances, soulignent leur fragilité. Lors de notre colloque inaugural sur le masculinisme, Lucie Daniel de l'association Equipop rappelait qu'une étude de la Fondation des femmes montrait que la moitié des associations disposent aujourd'hui de moins de 3 mois de trésorerie. Cette fragilité ne concerne bien sûr pas que le niveau national, et nous regrettons au sein de notre délégation que le budget de l'aide publique au développement, qui permet de soutenir l'action des mouvements féministes à l'international, ait été réduit de plus de 50% entre 2024 et 2026. À cette fragilisation financière s'ajoutent désormais des attaques de plus en plus directes, déréférencement ou suppression de contenu, campagnes de harcèlement en ligne, offensives coordonnées contre des associations et des militantes féministes, souvent portées ou amplifiées par des sphères masculinistes. Ces dernières bénéficient d'ailleurs de leurs propres associations masculinistes, telles que celles dites de défense des droits des pères ou la nuit du bien commun de Pierre-Édouard Stérin, avec des stratégies d'influence, notamment sur des sujets comme les VARS. Cette table ronde est donc l'occasion d'entendre vos expertises respectives, vos constats de terrain, mais aussi vos propositions d'action. Je souhaite donc bien la bienvenue à Sarah Durocher, présidente du planning familial qui est en visioconférence, Françoise Dumont, présidente honoraire de la Ligue des droits de l'homme, Camille Extrait, directrice de la communication de la Fédération nationale Solidarité Femmes, Faustine Garcia, chargée de plaidoyer et de la force juridique de la Fondation des femmes, et Iseline Fourtig-Dutard, cofondatrice d'Ensemble contre le sexisme. Avant de vous céder la parole, je précise que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux du Sénat. Je laisse dans un premier temps la parole à Sarah Durocher du planning familial, qui est là face à nous en visioconférence. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci Dominique. Je me permets également de vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année où je sais que nos combats sont communs. Et merci beaucoup en tout cas à la délégation droits des femmes de cette saisie de ce sujet des masculinistes qui en effet va très vite et bien évidemment qui intéresse énormément les féministes puisque une des cibles, et tu l'as dit Dominique, ce sont bien les féministes de la part des masculinistes. Donc bien évidemment, merci beaucoup. Je me permets aussi de vous remercier de m'avoir permis d'être en distanciel. Voilà, et je vous quitterai un tout petit peu plus tôt et je m'en excuse, voilà, suite à une contrainte personnelle. Donc juste, moi, je suis Sarah Durocher, je suis présidente du planning familial. En quelques mots, peut-être, c'est important de pouvoir le redire. Le planning familial, c'est une association qui a 70 ans cette année, qui a un réseau de 82 associations sur l'ensemble du territoire, que ça soit sur l'Hexagone, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Et il porte évidemment, il accueille 500 000 personnes par an
et travaille énormément sur la question des droits sexuels et reproductifs, sur les questions de l'avortement, la contraception, l'éducation à la sexualité, la lutte contre les violences, bien évidemment. Et donc, évidemment, il s'inscrit dans un projet de société. Et aujourd'hui, ma prise de parole, puisqu'on se connaît quasiment tout autour de cet écran, pour moi en tout cas, l'idée était aussi l'importance de faire le lien pour nous, pour le planning, par notre expérience, du lien entre les masculinistes et les droits sexuels et reproductifs, qui est aussi un des éléments très forts qui est utilisé, c'est-à-dire lutter contre le droit à disposer de son corps, d'avoir une société évidemment où les femmes ont moins le choix. Et ça fait partie d'un projet politique. La question, elle est simple, elle est à qui profite le masculinisme? Le masculinisme, elle profite aux privilèges évidemment masculins, et ça, on le sait très bien dans une société patriarcale, mais il profite aussi à des projets politiques, et je crois qu'on peut l'observer au niveau international, au niveau européen, mais aussi en France, avec l'arrivée évidemment de politiques telles que Donald Trump, ou aujourd'hui aux États-Unis, l'un des slogans préférés pardon, excusez-moi, ton corps, mon choix. Voilà, donc de comment est-ce qu'aujourd'hui, même les slogans féministes sont réutilisés, sont attaqués, et je pense que c'est des exemples qui sont très précis et que l'on voit. Tout ça pour dire que ça s'inscrit dans un contexte international, conservateur, où une des cibles, bien évidemment, c'est d'attaquer les droits sexuels et reproductifs, d'attaquer les féministes et d'attaquer leurs militantes, puisqu'on a vu une augmentation évidemment aussi d'attaques indirectes envers les féministes. On a des exemples depuis des années, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a une accélération mondiale, et on le voit aussi en France, et je vous en démontrerai quelques exemples. Donc, on est quand même dans quelque chose de très, de quelque chose qui va très vite. Nous, on l'observe en tout cas, et qui met en avant évidemment la force des masculinistes et le lien avec les réseaux sociaux, comme tu as pu le décrire, Dominique, juste avant. Mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi des attaques très régulières sur des projets politiques, que ça soit la désinformation, mais que ça soit également des attaques envers nos associations du planning, envers les militantes du planning. Et ça, c'est quelque chose auquel je vous décrirai un tout petit peu plus, puisqu'on a un exemple très particulier, assez récent, qui nous a alertés. Peut-être dire que les féministes ont toujours alerté de ces mouvements politiques masculinistes, et qu'aujourd'hui, on en est très contente que ça soit saisi. Moi, j'ai un exemple à vous partager, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu la création d'un mouvement qui s'appelait les Survivants, qui aujourd'hui, le site a été attaqué grâce au travail d'Hélène Bidard à la mairie de Paris, où vous savez, ce sont une association qui s'est créée avec un objectif, donc un mouvement anti-avortement. L'objectif était de s'adresser aux jeunes garçons. C'était la première fois qu'on voyait ça. Ça veut dire une association qui se crée pour finalement dire que l'avortement, ce n'était pas juste la question du choix des femmes de stopper ou pas une grossesse, mais que les hommes avaient aussi une part de décision sur la question de l'avortement. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on ciblait les garçons avec évidemment pas mal de désinformation, où quelque part, les féministes sont les ennemis du modèle masculin. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 15 ans. Donc nous, on avait déjà des alertes par rapport à ça. On s'est même interrogé de se dire, il faudrait peut-être que nous, on s'adresse aussi aux jeunes garçons. Et ça, je crois que c'est un des leviers qu'on pourra observer après via l'éducation à la sexualité, par exemple. Mais en tout cas, on a remarqué ces attaques-là. C'est les mêmes personnes qui ont mis des stickers au moment des débats sur la constitutionnalisation sur les Vélib, avec des messages très clairs. Je pense que c'est important de ne pas dissocier les mouvements anti-choix et anti-droit et la question des masculinismes, puisque tout ça, tous ces mouvements servent bien à un projet politique et à un projet évidemment contre les féministes et contre le droit des femmes. Il faut quand même se dire que les féministes ont eu des victoires importantes. Je parle juste de la France ces 50 dernières années, alors même voire plus et avant. Mais évidemment qu'on peut saluer ces victoires, et qu'aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas bien aimé par les féministes, mais le backlash est très violent. Et la question, évidemment, des mouvements masculinistes en fait partie. Juste peut-être, du coup, je vais vous montrer une des dernières attaques qui a été revendiquée, puisque aujourd'hui, le planning familial
à un grand nombre d'attaques et on a créé un document qui peut vous intéresser en tant que parlementaire sur les remontées des attaques que le planning a. On a encore eu une attaque anti-avortement la semaine dernière à Strasbourg avec des collages. On a des attaques qui sont beaucoup plus violentes avec de l'intimidation auprès de militantes du planning, auprès de sa présidente actuelle aussi, où moi j'ai vécu des vagues de harcèlement très importantes. Et au mois d'octobre, nous avons eu 7 attaques, 7 menaces-là. Alors on pourrait se dire c'est juste un tweet, c'est juste un message. Mais nous avons eu voilà, ce message, donc normalement qui est affiché pour vous, mais que je vais vous lire. Je suis amoureux de l'amour, mais comme ce n'est pas réciproque, demain à 10h30, à l'heure de pointe, je vais commettre un attentat suicide au planning familial d'Azinières-sur-Seine. Je les soupçonne d'avoir avorté mon âme sœur en 2004. Donc, en fait, voilà, on a été interpellé par ce message puisque c'était la première fois que publiquement il y avait ce genre d'attaque. On a été alerté très rapidement. L'association du planning familial du 92 a porté plainte puisque pour nous, il était important et à chaque fois, il y a chaque attaque actuellement, le planning familial porte plainte. Je ne vous dis pas que c'est si simple que nos plaintes soient prises. Je pense qu'en tant que parlementaire, c'est aussi important voilà, de savoir ça. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de refus, mais à chaque fois, c'est une sacrée bataille pour pouvoir déposer plainte, que ce soit sur la question du délit d'entrave à l'avortement ou que ce soit ce genre de menaces et d'attaques qui parfois peut être pris un peu à la légère. Donc, bien évidemment, pour nous, c'est important de continuer à visibiliser, mais de continuer aussi à déposer plainte parce que c'est des éléments qui sont plus qu'essentiels pour tout le monde et aussi pour répertorier l'ensemble des attaques et de calculer la montée de ces attaques. Donc voilà, ça c'est une des attaques qu'on a eues dernièrement. C'est quelqu'un qui se révèle du mouvement Incel, hein, donc la plainte est en cours, l'enquête est en cours, mais en effet, on sait que le planning familial, comme d'autres associations, peuvent être la cible voilà, de manière très régulière, mais vous voyez bien le lien entre avortement, droits sexuels et reproductifs et le mouvement masculiniste, puisque on n'y avait pas pensé, mais en effet, on pourrait être la cible, le planning, puisque nous faisons des avortements. Nous avons enlevé les âmes sœurs de certains masculinismes incel. Donc voilà, je souris, mais je trouve que ça montre vraiment quelque chose de très particulier et le lien. Et puis j'en finirai parce que je sais que mes autres camarades vont dire énormément de choses, que pour nous, le levier, un des leviers qui est très important, c'est la question de l'éducation à la sexualité. Le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie, il y a 2 ans, porté plainte pour la non-application de la loi de 2001. C'est une chance d'avoir cette loi, on le répète. Et donc, on n'a pas gagné parce que ce n'était pas l'objectif qu'on avait, mais en tout cas, on a réussi à faire condamner l'État sur la non-application de la loi et sa responsabilité. Comme tu le disais, Dominique, aujourd'hui, il y a une vraie bataille et il y a énormément de désinformations sur le travail qui sont faits par les associations comme le Planning, comme la FNCDFF, comme la FNSF, comme SOS Homophobie, avec un travail de terrain depuis très longtemps, avec une certaine expertise aussi, et vraiment énormément de désinformation qui est fait sur ce travail-là. Et puis, évidemment que nous demandions une vraie politique publique sur le sujet de l'éducation à la sexualité avec un financement. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à savoir aussi, si vous ne le saviez pas, c'est qu'il y a un vrai collectif qui s'appelle, et Camille aussi en fait partie, un collectif pour une véritable éducation à la sexualité qui a fait un livret avec des propositions fortes qui est composé de syndicats, de parents d'élèves, d'associations pour vraiment faire en sorte que la loi soit donnée là. Il y a une urgence à vraiment mettre en place cette loi, à lui donner les moyens. Et en fait, malgré la sortie du programme, aujourd'hui, on observe dans nos associations des baisses de financement au niveau des collectivités, donc quelque chose de très contradictoire, avec pour autant vraiment une volonté de notre côté de mettre en place cette éducation à la sexualité. Et puis la deuxième chose, puisque le planning familial fait partie de l'IPPF au niveau international, pour nous, c'est important aussi que les féministes puissent échanger, avoir des espaces de comment lutter contre les masculinistes, de se ressourcer de stratégies, par exemple, de féministes qui actuellement vivent des politiques conservatrices, que ce soit les polonaises, que ce soit les italiennes, que ce soit les états-uniennes, et la liste devient très longue. Mais pour nous, c'est important que ça soit au niveau de la société
société civile, il y ait des échanges qui se fassent. Et puis, pourquoi pas, en tant que parlementaire, on sait qu'on a des événements internationaux qui peuvent nous permettre ça. Mais je pense que l'échange de pratiques aussi est un levier très intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et juste pour compléter, d'ailleurs, si la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes du Sénat s'est saisie de ce sujet des masculinismes, c'est justement à la suite de notre participation à la CSW de l'année dernière, où nous avions pu être marqués par un certain nombre d'éléments qu'on nous avait donnés à ce moment-là, et on s'est dit qu'on allait creuser pour savoir comment ça se passait chez nous. Et donc maintenant, merci beaucoup Sarah pour cette intervention, et je vais donc passer maintenant la parole à Françoise Dumont, présidente honoraire de la Ligue des droits de l'homme, qui travaille en ce moment même sur les masculinismes, m'a-t-on dit. Oui, ça marche là, je pense, oui. Oui. D'abord, je voudrais évidemment vous remercier d'avoir organisé cette table ronde sur un sujet qui, vous l'avez dit dans votre présentation, est loin d'être anecdotique. Il est loin d'être anecdotique et en plus, il mobilise plus ou moins ouvertement, parce qu'il y a des forces qui se mobilisent ouvertement et d'autres qui font un travail plus souterrain, un travail de sape, et donc qui mobilisent plus ou moins ouvertement un certain nombre de forces qui ne sont pas forcément d'accord entre elles sur tout, mais qui ont au moins un point commun, l'idée que les hommes sont menacés par un mouvement qui viserait à les affaiblir, l'idée que le féminisme est allé trop loin, discours qu'on entend notamment à propos de MeToo, et qu'au fond, l'égalité homme-femme est réalisée depuis longtemps. Je ne sais plus de quand date cette citation, je n'ai pas retrouvé, mais je me souviens d'Alain Finkielkraut disant, alors il y a au moins 5 ans, hein, je pense, en fait que les femmes sont des mauvaises gagnantes. Je pense que ça résumait assez bien sa position. Et puis, c'est loin d'être anecdotique, parce que ça a déjà été dit, et je pense qu'on va le redire, c'est un phénomène qui se développe dans de nombreux pays. Bon, évidemment, les États-Unis sont un bon exemple, mais il n'y a pas que les États-Unis. Et si ce phénomène se développe, c'est aussi parce qu'on est confronté à une montée de l'extrême droite et des droites extrêmes dans beaucoup de pays. Et je pense que ces courants masculinistes s'appuient sur des valeurs traditionnelles qui ne remettent pas du tout en cause le patriarcat, et lutter contre le masculinisme, il nous semble, passe forcément par lutter contre l'extrême droite. Voilà. Alors, par rapport aux différentes représentantes qui vont prendre la parole ici, c'est vrai que je suis un peu dans une situation particulière parce que, comme vous le savez, la Ligue des droits de l'homme est une association généraliste. On y tient, c'est lié à notre histoire, voilà. Bon. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une association féministe au sens classique du terme, mais que ça ne nous empêche pas, tout en n'étant pas une association féministe avec ce label, d'agir pour la défense des droits des femmes, et que, à ce titre-là, on est bien entendu amené à travailler sur le sexisme, les questions d'égalité. Alors, ce travail, nous le menons de différentes façons, à l'échelon national, mais aussi à l'échelon local, parce que vous savez qu'une des caractéristiques de la Ligue aussi, c'est donc de disposer d'un certain nombre de sections, à peu près partout en France, bon, qui vivent plus ou moins bien, mais qui, elles aussi, mènent de leur côté un travail. Alors, cette réflexion sur les questions de sexisme, de masculinisme, on la mène d'abord par le biais d'un groupe de travail que je co-anime, et dont le rôle est d'alimenter la réflexion de la Ligue à chaque fois que celle-ci juge bon ou est sollicitée de s'exprimer sur tel ou tel sujet. Ce groupe de travail organise des journées de réflexion, et cette année, notamment, la prochaine journée de réflexion, c'est le 14 février, nous avons décidé de travailler sur l'évolution de l'industrie pornographique. Parce que par rapport à cette question du masculinisme, je pense qu'on ne peut pas évoquer le rôle que joue la pornographie, d'autant plus que cette pornographie, vous le savez, se développe en toute impunité. On peut vraiment dire les choses comme ça.
qu'elle concerne des mineurs de plus en plus jeunes. Vous avez en tête un certain nombre de rapports qui... pardon ? Oui, dont le vôtre, bien sûr. Bon, un certain nombre de rapports qui montrent que les jeunes sont confrontés de plus en plus jeunes donc, à la pornographie. Et c'est d'autant plus inquiétant que cette pornographie se révèle de plus en plus violente. Il y a une espèce d'habitude qui est prise de la violence. Donc cette pornographie se révèle de plus en plus violente et de plus en plus attentatoire à la dignité humaine. Beaucoup d'études le montrent, dont le vôtre aussi. Voilà. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Et c'est notamment parce que nous sommes sensibilisés à cette question de la pornographie que nous sommes partie prenante dans le procès de la French Bukkake. S'il y a bien un procès qui montre à quel point cette pornographie se développe en toute impunité et dans la violence, c'est bien tout ce qui concerne ce procès de la French Bukkake. Moi, je peux vous dire que pour nous convaincre de participer, d'être partie civile, l'association Oser le féminisme nous avait envoyé certaines vidéos liées donc à ce procès, et j'ai pas pu la regarder jusqu'au bout. C'est d'une telle violence, d'une telle atteinte à la dignité, enfin vraiment, que c'est vraiment insupportable. Mais n'empêche que c'est regardé et que ça continue à circuler, puisque si rien ne change, lorsque les victimes vont comparaître lors de leur procès, eh bien, les images les concernant vont continuer à circuler sur les vidéos. On a une date prévisionnelle du procès ? Non, on est en contact direct, très souvent avec le Rennes-Questio. À ma connaissance, il n'y a pas de date, mais ça serait quand même, en tout cas, dans le courant de cette année. Je crois que du point de vue de l'organisation de la justice, c'est un gros procès, oui. Avec beaucoup de prévenus, oui. 50 parties civiles. Et donc, c'est une grosse organisation d'un gros procès d'assises. Je ne vais pas faire des comparaisons, mais chacun a en tête ce qu'ont été les grands procès, des gros procès d'assises avec beaucoup de prévenus et beaucoup de parties civiles ces dernières années. Donc, il y en a pour un bon moment. Donc, c'est une logistique qui pèse dans le choix des dates. Et c'est pour ça que les associations parties prenantes et Lorraine, et les avocates, dont Lorraine, mettent une pression continue sur la justice pour que le procès soit inscrit. Voilà. C'est ça, Iseline, hein ? Oui, merci. Donc voilà, il y a cette question de la pornographie qui nous semble, par rapport au développement du masculinisme, être une question extrêmement importante. Alors, en ce qui concerne la Ligue, je vous l'ai dit, une de nos caractéristiques aussi, c'est donc d'avoir des sections locales qui travaillent sur ces questions-là et qui travaillent notamment avec les établissements scolaires. On a pas mal d'actions sous différentes formes, notamment par le biais de concours de plaidoirie. Et moi qui ai souvent assisté à des concours de plaidoirie, c'est vraiment très intéressant. En général, les jeunes, alors c'est des lycéens, ce sont des lycéens, de plus en plus ça s'ouvre à des collégiens et je trouve que c'est une bonne chose. Et donc parmi les thèmes qui sont choisis par ces jeunes pour faire des plaidoiries, il y a beaucoup, vraiment, très souvent, des plaidoiries qui sont liées aux questions du sexisme, aux questions d'égalité. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de plaidoirie liée au masculinisme en tant que tel. Ça veut dire quelque chose, d'ailleurs. Mais en tout cas, on a localement tout un travail qui peut mener à ça. Si je dis ça, c'est parce qu'il nous semble que par rapport à cette question-là, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire, un travail d'information envers les jeunes, mais pas que. Et aussi tout un travail de déconstruction d'un certain nombre de stéréotypes et de fausses informations. Je peux vous dire par exemple que quand
notamment lors de ces concours de plaidoirie, il y a des plaidoiries sur la question égalité hommes-femmes sur le plan professionnel. Les jeunes qui font ces plaidoiries, les masculinismes auront du mal à les convaincre que l'égalité professionnelle a été acquise. Donc, il y a, et on insiste beaucoup là-dessus, tout un travail d'information, de déconstruction qui est à mener. Les associés, bien sûr, je vais y revenir après, l'éducation nationale a toute sa place, évidemment, dans ce travail, les associations aussi. D'une manière générale, j'ai envie de dire aussi à l'éducation populaire. Évidemment, à condition que ces associations et que cette éducation populaire, et je crois que vous le savez, est aujourd'hui mal en point, notamment financièrement. Il y a les problèmes de moyens, mais il y a aussi les questions qui touchent un dénigrement systématique du travail que peuvent mener un certain nombre d'associations, et ça a déjà été évoqué. Par rapport à l'EVARS, je pense qu'on va être amené à en rediscuter. On a bien suivi tout ce qui a concerné l'EVARS. Bon, on est évidemment heureux que, semble-t-il, enfin, les VARS puissent se mettre en place. Reste aussi la question, et je le dis d'autant plus facilement que j'étais enseignante moi-même, reste enfin la question, la façon dont l'éducation nationale va assurer le suivi de la mise en place de l'EVARS. Parce que quand même, une des caractéristiques de l'éducation nationale, c'est de quelquefois prendre un certain nombre de décisions, puis que la décision, une fois que la décision est prise, il n'y a plus de suivi. Et vraiment, j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma carrière. Les établissements, les chefs d'établissement, et s'il n'y a pas une volonté de la part du corps enseignant, des parents d'élèves, de faire avancer les choses, bon, je pense qu'on risque de déchanter par rapport au mince progrès que représentent les VARS. Et puis, j'en terminerai là-dessus, je regrette aussi lorsque le programme de l'EVARS a été examiné au Conseil national des programmes, le représentant de l'enseignement privé s'était engagé à appliquer le programme de l'EVARS tel qu'il a été voté au Conseil national des programmes, eh bien, on s'aperçoit que l'enseignement privé a déjà fait le choix de produire sa propre version de l'EVARS. Et ça aussi, ça nous semble inquiétant. Voilà. Toujours merci. J'en ai fini pour l'instant. Et encore merci. Merci beaucoup, Madame Dumont. Je vais donc maintenant passer la parole à Camille L'extrait de la FNSF. Merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui et pour cette thématique qui nous alarme depuis maintenant des mois, et j'expliquerai plus en détail les raisons de nos inquiétudes. Déjà, j'aimerais ouvrir quelques exemples concrets sur la base en fait de notre expertise. La Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est une fédération féministe qui regroupe plus de 80 associations sur le territoire français. Les constats que je vais exposer, ils s'appuient sur les remontées de nos centres d'hébergement pour femmes victimes de violences au sein du couple, c'est-à-dire à peu près 7000 femmes et enfants hébergés en 2024. C'est aussi à travers les accueils de jour, avec 80 000 femmes chaque année qui sont accueillies. Et bien sûr, à travers le 3919, notre ligne d'écoute, d'information et d'orientation pour les femmes victimes, créée et pilotée donc par la FNSF en 1992, et avec plus de 100 000 appels pris en charge l'année dernière, en 2024, enfin, il y a 2 ans maintenant. Donc, autant vous dire que c'est un large recueil de constats qui permet de tirer certaines conclusions. Et je tiens à le souligner parce que là où les masculinistes s'expriment souvent en leur nom, en appuyant leur discours sur une idéologie sexiste et des études qui n'ont aucune base scientifique, nous exprimons avec la force de plus d'un demi-siècle d'expertise et de remontée de terrain, et on porte une voix collective qui regroupe des dizaines de milliers de professionnels et de femmes et enfants victimes. C'est important aujourd'hui encore de le rappeler, car ça nous arrive souvent d'être renvoyés dos à dos avec les masculinistes alors que nous n'avons rien en commun. Ces constats que je vais faire, ils doivent être lus à l'aune de plusieurs choses. Tout d'abord, un contexte international, européen, mais aussi national, de montée de l'extrême droite, des conservatismes et d'une internationale des réactionnaires. C'est aussi nationalement d'autres faits
plus positifs, comme en 2017, la vague MeToo, la grande cause du quinquennat, en 2019, le Grenelle des violences conjugales, et en 2020, la pandémie qui a permis de mettre en lumière les violences conjugales. Donc tous ces moments clés ont été très importants et ont permis des avancées, c'est indéniable. Et autour de cette table aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui ont œuvré ardemment à ces améliorations. Durant cette période-là, pour une fois, on a plus entendu les femmes, les féministes, les chercheuses, les personnalités, les associations, mais aussi les victimes. Et sans doute un peu trop pour certains, Sarah le mentionnait, avec la question du backlash. Et maintenant qu'aujourd'hui, cette dynamique s'est un peu dissipée, que cette vague n'est plus, cela met en exergue qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu, d'ailleurs, de consensus sur les violences faites aux femmes, parce que tous les jours, nous sommes confrontés dans les 5 minutes à « mais et les hommes ?» Et ça ouvre des brèches immenses dans lesquelles les masculinistes s'engouffrent. D'ailleurs, la chercheuse Mélanie Blair rappelle que, suite à l'attentat masculiniste à l'École polytechnique de Montréal en 1989, les débats s'étaient orientés vers le fait qu'il y avait peut-être un désarroi masculin, que les femmes et le mouvement féministe prenaient trop de place. Donc pour illustrer un peu ce que vit la fédération, ce que vivent nos associations et ce que vivent les femmes en territoire, je vais le faire à travers 2 exemples. Le premier, c'est les attaques répétées qu'on subit depuis plus d'1 an contre nos dispositifs dédiés aux femmes victimes de violences et contre les professionnels de nos structures. On le disait déjà, les mouvements masculinistes attaquent les femmes et aussi plus particulièrement les féministes. Tout d'abord, il y a les attaques envers donc, nos professionnels, les tentatives de saturation de la ligne 3919. On a repéré des appels coordonnés à certains moments. La stratégie de blocage, elle veut dire derrière que si le dispositif n'est pas fait pour les hommes, s'il ne leur est pas accessible, alors dans ce cas-là, il ne bénéficiera à personne. On a aussi des appels qui sont de plus en plus virulents, des attaques envers nos écoutantes qui s'ajoutent à un contexte de travail déjà difficile où les écoutantes sont toute la journée exposées à des récits de violence extrêmes et s'ajoutent à ça donc des insultes, des remises en question de leur écoute, de leur pratique et du bien fondé de leur travail. On a enfin aussi l'affichage de nos visages sur les réseaux sociaux qui incite à nous interpeller, à venir nous alpaguer pour qu'on rende des comptes. Tout ça, c'est porté aussi par donc, l'attaque de nos dispositifs dédiés, notamment le 3919, donc la ligne d'écoute dédiée aux femmes victimes de violences et plus spécifiquement conjugales. Et ça a pour but de créer le doute autour de la légitimité du 3919 et du bien fondé de nos principes d'intervention. Juste l'année dernière, en 2025, il y a eu plus de 13 questions au gouvernement pour demander l'ouverture du 3919 aux hommes. C'est poussé par un groupe à l'idéologie proche des mouvements masculinistes et qui trouve des soutiens auprès des parlementaires. Pour rappel, donc, on demande à une fédération dont l'objet associatif depuis plus de 50 ans est l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour les hommes victimes ? Donc la question des hommes victimes vient systématiquement en réponse à la présentation de nos dispositifs dédiés aux femmes et en comparaison à cela. Comme si dédier des dispositifs aux femmes, ce qui est fait pour leur sécurité et parce que l'ampleur et la dimension des violences qu'elles subissent n'est pas la même, consistait en une discrimination anti-homme, une manière de remettre encore les hommes au centre de tout et de refuser aux femmes une prise en charge adaptée et dédiée pour se reconstruire après les violences. Dans la bouche des masculinistes, nos dispositifs ne sont plus dédiés aux femmes, ils sont anti-hommes. Une pensée donc victimaire qui ferait croire que nous n'avons pas pensé les dispositifs pour les femmes, mais contre les hommes. Une réécriture de l'histoire, finalement. Et encore une fois, on a un petit problème, ils ne sont pas le centre de notre monde. Alors, je sens déjà potentiellement que certains et certaines pourraient se dire il existe aussi des hommes victimes, et c'est vrai, mais en fait, des dispositifs adaptés existent en France, et quand les hommes appellent le 3919, de manière évidente, on ne leur raccroche pas au nez, on ne les insulte pas et on ne les envoie pas paître, on les réoriente vers les dispositifs adaptés. Donc là, c'est plus un souci sur la méconnaissance des dispositifs existants et adaptés, mais pas de souci, on réoriente. Si toutes les violences doivent être condamnées, les violences conjugales faites aux femmes s'inscrivent dans le continuum des violences faites aux femmes et revêtent de ce fait un aspect systémique qui les différencie dans la dimension qu'elles prennent. Aussi, cette démarche a clairement pour intention de mener une charge réactionnaire pour attaquer un dispositif dédié aux femmes et faire croire qu'il y aurait une symétrie dans les violences.
Cela participe d'un projet de négation des inégalités de genre dans la société. Le même collectif qui orchestre toutes les actions que je vous ai citées a fait déposer un amendement dans le PLF de 2026 pour supprimer le BOP 137. Pour rappel, le BOP 137 n'est autre que le budget dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, le but de cet amendement était de supprimer le BOP 137 et de le remplacer par un nouveau budget, soi-disant égalitaire. C'est intéressant comme élément. Qui a signé l'amendement ? L'Union des droites. Tout à fait. Et donc, cet amendement proposait donc de supprimer ce BOP, de le remplacer par un nouveau budget où il y aurait une ligne pour l'amélioration de la condition de vie des femmes qui serait égalitaire à la ligne pour l'amélioration de la condition de vie des hommes et une dernière enveloppe pour lutter contre les violences intrafamiliales. Donc déjà là, on enlève la partie genrée de ces violences intrafamiliales et on estime que finalement, le budget de lutte contre les violences faites aux femmes n'a pas de raison d'être et que il le justifie en disant que ça vise à assurer une parfaite symétrie budgétaire et fonctionnelle entre les politiques publiques menées en faveur des femmes et celles menées en faveur des hommes. C'est une faveur peut-être faite aux femmes de lutter contre les violences qu'elles subissent. Donc un refus clair et catégorique de reconnaître l'aspect systémique et genré des violences. Et bien sûr, ces mêmes défenseurs autoproclamés de l'égalité ne se sont jamais mobilisés sur les sujets d'égalité quand cela ne revient pas à spolier les acquis durement obtenus par les féministes. Et nous y reviendrons. La FNSF refuse nécessairement cette symétrisation des violences dans le cadre des violences conjugales. Les violences faites aux femmes ne sont pas des événements isolés, des cas individuels, mais sont systémiques, et cela fait des années que c'est répété. Et c'est pas seulement nous qui le disons, c'est notamment la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée par la France en 2014, qui affirme que la nature structurelle de la violence à l'égard des femmes est fondée sur le genre et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Pour m'intéresser plus particulièrement encore aux masculinistes et à l'évolution de ceux-ci, nous, ce qu'on observe, c'est que leurs méthodes ont changé. On est loin des techniques frontales et de mise en spectacle qu'on pouvait avoir avant. Les masculinistes ne montent plus sur les grues. Ils étudient nos sites internet, ils lisent nos publications, ils organisent et obtiennent des rendez-vous avec les parlementaires et dans les ministères. Mais derrière, ce sont toujours les mêmes profils, des hommes qui ont été accusés de violences conjugales, ce qu'ils se gardent bien d'évoquer dans les très nombreux mails que vous recevez dans vos boîtes mail. Et sur les pages Facebook qu'ils gèrent, les témoignages d'hommes accusés à tort par leurs ex qui veulent gâcher leur vie défilent. Bien sûr, souvent, ils n'ont pas été condamnés, la plainte de madame a été classée sans suite, mais le fait que ce soit un de leurs points communs devrait questionner. Les méthodes sont aussi toujours les mêmes. Utiliser les enfants comme un cheval de Troie pour ne parler que des hommes. Le collectif, derrière toutes les actions donc, que j'ai précédemment citées, les questions au gouvernement, les amendements au PLF, est un collectif qui prétend défendre les enfants. C'est d'ailleurs son nom. Cependant, il ne parle que des hommes, ne parle jamais d'inceste, ne parle jamais de violences faites aux enfants, ne parle jamais des varses. Si le fond donc reste inchangé, la forme, elle a grandement évolué. Ils maquillent leur idéologie masculiniste derrière un vernis progressiste et détournent les éléments de langage féministe pour servir des intérêts opposés. Ils prétendent donc par exemple œuvrer pour l'égalité parentale, notamment à travers une proposition de loi qui est actuellement déposée à l'Assemblée nationale, la proposition de loi 819 sur la résidence alternée. L'exposé des motifs est assez édifiant car il est l'exemple parfait de leur manipulation. Le raisonnement entier est malhonnête, en mettant notamment en avant des chiffres provenant de sources qui ne sont pas fiables et présente une interprétation qui manipule les faits pour apporter des conclusions qui servent l'idéologie portée par le collectif, mais qui ne permettent aucunement de résoudre le problème des inégalités dans la charge parentale. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi cette PPL manipule la réalité. Tout simplement, elle estime qu'aujourd'hui, ce serait à cause des juges s'il y a des familles monoparentales en raison de leur refus de laisser une place égale au père dans la parentalité. Au-delà du fait qu'on pensait avoir laissé en 2012 la rhétorique de « un papa, une maman » pour comprendre qu'un enfant a surtout besoin d'un environnement sain et équilibré, quand on s'intéresse aux décisions prises par les JAF, on voit que dans 87% des cas, la décision prise est en accord avec la demande du père. La garde alternée, typiquement, ne peut être décrétée par principe, mais doit l'être à l'appréciation du juge dans l'intérêt supérieur de l'enfant et non celui de l'adulte. Typiquement, si l'enfant est trop jeune, si les capacités d'accueil
ne sont pas au rendez-vous pour que l'enfant ait un environnement sain. Donc pour agir réellement pour une répartition égale de la charge parentale, ce n'est pas dans les décisions de justice qu'il faut aller regarder, et les hommes ne sont pas victimes d'un complot matriarcal des juges, mais c'est dans l'application et la mise en place de politiques ambitieuses pour une société plus juste et égalitaire. De plus, les difficultés des enfants dans les familles monoparentales sont imputées à l'absence du père de manière purement arbitraire. Alors que quand on écoute le collectif des mères isolées, par exemple, ce sont les difficultés financières, la précarité et l'isolement qui, dans leur quotidien, les entravent. Mais rien n'est fait, rien n'est dit pour toutes ces femmes qui font du mieux qu'elles peuvent chaque jour pour assurer seules la charge des enfants qu'elles ont pourtant eu à deux. Et du coup, en conclusion, je reviendrai juste sur le fait que l'année dernière, on a eu 3 attaques se réclamant de l'idéologie incel qui ont été déjouées. La dernière en date, à Saint-Étienne, est pour la première fois entre les mains de la justice antiterroriste. Cette menace est prise au sérieux par les services de renseignement, mais encore méconnue des magistrats et des avocats. Et nous, sur le terrain, on se rend compte de plus en plus que le masculinisme prend de la place, qu'il menace nos professionnels, et ça crée une détresse supplémentaire sur des métiers qui sont déjà en tension. Et le but final, c'est finalement de nous silencier, de nous effacer. On ne lâchera rien, mais la menace est réelle. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant passer la parole à Faustine Garcia pour la Fondation des femmes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, merci pour cette invitation. Je vais un peu abonder dans le sens de ce qu'ont déjà dit mes collègues précédemment. Ce par quoi on voulait aussi commencer en tant que fondation féministe, c'est de dire que ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que les idées masculinistes, elles ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent vraiment dans un écosystème de radicalisation qui dépasse le cadre numérique et qui alimente des structures déjà patriarcales et la résurgence de discours conservateurs et réactionnaires au niveau mondial. Et vraiment, ce qui nous préoccupe toutes ici, c'est le fait que le masculinisme est devenu vraiment la mise concrète en pratique de l'antiféminisme qu'on connaissait déjà et qui se construit vraiment comme une réaction aux avancées concrètes du féminisme. Nous, ça fait quelques temps à la Fondation des femmes qu'on suit cette alliance de fait entre les masculinistes, les mouvements anti-choix, l'extrême droite, toutes ces communautés qui se retrouvent sur des vues et des intérêts communs. On avait par exemple co-publié un rapport avec l'ISD sur la question de la mobilisation anti-avortement. Et dans ce rapport, on avait pu constater que sur Instagram, 1/5 des Reels, donc des petites vidéos courtes qui sont diffusées, les plus recommandées par l'algorithme sur l'avortement, elles contenaient soit des fausses informations, soit c'était des contenus qui promouvaient plutôt un style de vie tradwife, soit c'était des conseils de santé alternatifs erronés. Donc on voit que ça a vraiment un impact aussi sur la liberté de choix des femmes et la vie des femmes. Comme l'a dit Camille à l'instant, ce qui nous inquiète et nous préoccupe beaucoup à la Fondation des femmes, c'est que dans ce mouvement global qui vise nos combats, c'est son impact concret sur la société et sur la sécurité des femmes et des professionnels aussi du secteur féministe. C'est vraiment pour nous un enjeu de sécurité nationale. Donc Camille a mentionné Polytechnique, évidemment, on y pense. Et nous, ça nous préoccupe aussi dans le cadre de notre activité, puisque la Fondation des femmes, on coordonne un tiers-lieu féministe qui est identifié, qui regroupe plus de 30 associations féministes, qui est connu. Donc pour l'instant, on n'a pas encore reçu de menaces directes, comme c'est le cas pour les autres associations, comme le mentionnaient Camille et Sarah. Mais c'est vraiment une question qui, aujourd'hui, a pris une vraie place dans notre quotidien. Et c'est des questions qu'on se pose vraiment sur comment rester attentive aux impacts concrets que pourraient avoir les mouvements masculinistes sur nous, notre quotidien de militantes et de professionnels du secteur féministe. Mais surtout, on tenait vraiment à le marteler, et ça a déjà été fait. Ce qui nous inquiète beaucoup en tant que Fondation des femmes, à qui on demande souvent « mais pourquoi n'existe-t-il pas une Fondation des hommes ?» c'est que le terme masculiniste, il s'inscrit vraiment dans cette stratégie fallacieuse de symétrisation avec le féminisme, comme tu le disais, Camille. Et on est toutes et tous convaincus ici, mais on tenait vraiment à le redire comme premier élément de langage sur lequel on tient à s'appuyer. C'est assez dangereux, c'est très dangereux de les mettre sur le même plan, et c'est une stratégie qui est vraiment exploitée par les masculinistes eux-mêmes pour légitimer leur idéologie.
Alors que ces deux projets de société qui sont vraiment différentes. On le sait, nous les féministes, on a plutôt un projet de société d'émancipation, de liberté, d'égalité, alors que le projet masculiniste, c'est un projet de soumission et de contrôle. On voulait juste vous citer un chiffre du rapport du HCE que vous avez dû lire, mais qui dit que 60% des hommes pensent que les féministes veulent que les femmes aient plus de pouvoir que les hommes. Donc qui témoigne vraiment, qui illustre cette idéologie-là qui nous inquiète beaucoup. Et j'en profite pour faire une incise sur un sujet qu'on suit énormément à la Fondation des femmes, parce qu'on travaille beaucoup sur la question de la maternité féministe, de l'accompagnement des mères, notamment des mères isolées. C'est la question, la montée des tradwives, qui sont donc des femmes qui servent une idéologie masculiniste, qui prônent la soumission au mari, un retour à l'ordre naturel des sexes, en contribuant aussi à du coup normaliser la domination masculine. Il y a certaines qui se présentent comme soumises à leur mari. Ce qui nous inquiète, c'est que les tradwives, elles viennent mettre en porte-à-faux la parole féministe, là où nous, la promesse du féminisme, c'est de dire que les femmes et les hommes, elles accèdent à une égalité en droit, mais aussi en fait. Et ça nous inquiète aussi, puisqu'on se demande jusqu'où elles peuvent gagner du terrain en raison notamment de tous les chiffres qui concernent la pauvreté des femmes, puisque effectivement aujourd'hui, même si l'égalité en droit est atteinte, les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes à la pauvreté. Elles travaillent dans de moins bonnes conditions, elles ont des emplois précaires. On sait aujourd'hui que 80% des retraités pauvres, c'est des femmes, que l'égalité économique, elle n'est pas acquise, que les femmes font en réalité la majorité du travail domestique. Donc on s'inquiète de ce terreau qui pourrait aussi permettre la romantisation de cette vie qui est non conforme à la réalité, et surtout de ces femmes qui dénigrent les femmes qui font d'autres choix, de non-maternité notamment, sous prétexte moral ou religieux, en prenant ce modèle de soumission. Mais surtout, en tant que fondation qui finance le secteur féministe, vous en avez parlé en introduction, Madame la Présidente, notre grand sujet, c'est ce qui permet aux masculinistes de se structurer et de prospérer, c'est qu'ils luttent avec beaucoup d'argent, là où nous, le secteur féministe, on doit lutter avec des ressources limitées. Donc vous le savez, en tant que parlementaire, on fait face aujourd'hui, on vous a alerté plusieurs fois sur le sujet, on vous remercie pour votre mobilisation, mais on fait face à un énorme fossé budgétaire aujourd'hui. On avait sorti une enquête cet été qui montrait que 70% des associations étaient en très grande difficulté financière, qu'il y avait une baisse moyenne des subventions de 15%. Et là, on voit que la situation s'aggrave. Notre appel à projet qu'on a lancé au dernier semestre 2026, qui s'appelle l'appel Coup de pouce, qui est un appel à projet pour financer des projets qui soit ne se financent pas, soit sont des projets un peu innovants. Sur 400 associations de notre base, la baisse moyenne des subventions aujourd'hui, elle est de 18%. Donc on est très inquiète sur ce sujet, notamment parce que les masculinistes et leurs alliés ne se contentent pas juste de diffuser leurs idées, ils sont aussi vraiment financés, ils ont des moyens financiers beaucoup plus puissants que les nôtres. Je ne sais pas si j'imagine que vous avez eu les chiffres du rapport de la nouvelle vague du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductrices, mais ça illustre vraiment ce déséquilibre. Nous, à la Fondation des femmes, on va avoir 10 ans là cette année. En 10 ans, on a réussi à redistribuer 20 millions d'euros, alors que les mouvements anti-genre, anti-choix, entre 2019 et 2023, ils ont reçu 1,18 milliard de dollars. Donc on n'est vraiment pas sur la même échelle. Les financements anti-genre, ils ont quadruplé en 10 ans. Là où nous, en 10 ans, on voit qu'on collecte de plus en plus, le mouvement avance, mais on n'est quand même pas à armes égales. Et donc c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, puisque c'est un puissant levier pour diffuser aussi leurs idées et leur idéologie. Et surtout, au-delà de ça, ce qu'on remarque depuis un an, depuis l'élection de Donald Trump, les prises de position d'Elon Musk sur les programmes de diversité dans les entreprises aux États-Unis, ou aussi les propos de Mark Zuckerberg qui invitent à remasculiser les entreprises, on voit qu'il y a vraiment un refroidissement également dans le secteur privé, que les mécènes, que les entreprises sont beaucoup plus les frileuses à financer les projets d'égalité. Et notamment, lorsqu'elles financent des projets, aujourd'hui, elles vont se concentrer plutôt sur des projets de lutte contre les violences, mais elles vont éviter de s'engager sur des projets plus politiques comme les VARS, la lutte contre les stéréotypes.
Donc c'est un refroidissement qui nous inquiète aussi et qui vient un peu alimenter ce que certains ont théorisé comme la gender fatigue, une espèce de relâchement. Les masculinistes, comme s'ils avaient autorisé cette gender fatigue en entreprise, de dire bon, c'est bon, on a beaucoup parlé de féminisme ces dernières années, là maintenant on est un peu fatigué, on est un peu agacé. Donc ça nous inquiète beaucoup, puisque réduire l'investissement pour l'égalité, c'est aussi laisser encore plus de champ libre aux masculinistes, aux antiféministes et à leurs projets de société. Et le deuxième sujet qui a déjà été aussi un peu évoqué, mais sur lequel on voulait vous alerter, c'est qu'en plus de cette inégalité financière, il y a une autre inégalité qui est liée notamment à l'algorithme et aux plateformes, puisque nous, depuis 10 ans, la Fondation des femmes, on sait déjà et on le redit à chaque fois que les espaces numériques, c'est des espaces de socialisation masculine violente. Je sais que mes collègues qui étaient là il y a 10 ans au début de la Fondation me disaient qu'il y a déjà 10 ans, elles regardaient les propos qui étaient écrits sur le forum jeuxvideo.com. Donc on sait que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est vraiment le rôle de l'algorithme. Et vous l'aviez mentionné en introduction également, Madame la Présidente, mais nous, ce qui voulait nous alerter, c'était que ces plateformes, elles laissent le champ libre aux masculinistes là où elles invisibilisent les contenus féministes. Nous, on a vraiment vu ça du côté de la communication de la Fondation des femmes. C'est le shadow ban. Dès qu'on utilise des mots comme viol, féminisme, ménopause, les contenus sont totalement invisibilisés. Et du coup, c'est très dangereux parce que ça va invisibiliser des contenus de prévention, mais aussi d'information, de dispositifs d'aide. Et à cela s'ajoute un sujet sur lequel on s'est aussi beaucoup mobilisé. C'est le sujet de la publicité et du financement des contenus sur les plateformes. Depuis octobre 2025, le nouveau règlement européen sur la transparence des publicités politiques fait que Meta a décidé de bloquer toutes les publicités liées aux enjeux socio-électoraux et politiques, ce qui inclut le droit des femmes. Donc nous, ce qu'on avait trouvé comme un peu stratégie pour vraiment contrer l'algorithme qui nous invisibilisait, c'était de sponsoriser des contenus, notamment toutes nos campagnes d'appel à financement de fin d'année. Et donc nos messages disparaissent sur les réseaux sociaux. La campagne Urgence Asso a été interrompue. Toutes les publicités liées aux droits des femmes sont systématiquement rejetées. Et donc ça contribue à vraiment permettre aux masculinistes de profiter de cette invisibilisation. Là, nous, on disparaît, eux, ils occupent de plus en plus d'espaces qui sont amplifiés par les algorithmes qui ne jouent pas en notre faveur. Donc nous, on se pose beaucoup de questions dans ce contexte à la Fondation des femmes sur comment, en tant que fondation féministe, lutter contre ça. On réfléchit depuis 6 mois, 1 an à la manière de soutenir des contenus féministes en ligne, à continuer d'amplifier les voix qui portent la parole féministe, surtout d'autant plus que les influenceuses, créatrices de contenu féministe ne vivent pas de leur contenu. Faut le dire un peu de cette façon, mais le féminisme sur les réseaux sociaux, ça rapporte pas beaucoup d'argent. C'est pas du tout quelque chose qui génère des revenus. Et là encore, on en revient à la question de est-ce qu'on joue à armes égales. Mais on sait que voilà, nous, on est en train de se dire est-ce qu'on peut mettre un programme en place, voir comment soutenir ces initiatives sur les réseaux sociaux. Et en face, on sait qu'on a Pierre-Édouard Stérin qui finance des médias, notamment, pour ne pas le citer, le média Loup, qui parle de la maternité, mais qui en fait prône une vision traditionnelle des rôles genrés et de la famille. Et il finance aussi 45 influenceurs d'extrême droite, notamment Thaïs Descuffon, qui est très mobilisée sur ces enjeux, ces questions liées à la lutte contre les féministes et ce qu'elles défendent comme modèle. Mais face à tous ces constats un peu déprimants, on voulait, pour finir, vous citer un baromètre qu'on a sorti il y a 1 an, autour du 8 mars 2025, pour se donner un peu d'espoir pour continuer à tenir face à la gravité du sujet. Mais il y a 1 an, un baromètre réalisé par Omnicom Media Group avec la Fondation des femmes montrait que 66% des Français et des Françaises se disent favorables au féminisme et que plus d'1 tiers le jugent même nécessaire. Donc on avait envie d'adresser ça aussi à la fin, de se dire que dans ce sondage, les associations d'aide aux victimes recueillent 83% de la confiance des Français et Françaises. Plus d'1 Français sur 2 salue les efforts considérables des associations de terrain. Donc se dire que c'est des chiffres qui font aussi du bien à rappeler après tous les autres qu'on cite dans cette table ronde, sans nier la gravité de la mouvance masculiniste, mais de se dire que la société, elle reconnaît ce que certains cherchent à délégitimer. Et ça aussi, c'est important de se dire qu'il y a une vraie confiance affirmée. Et pour se donner aussi un peu d'espoir pour continuer, de se dire que la force des mouvements masculinistes, ça nous rappelle l'importance de poursuivre notre action, nous, féministes, et que face à la violence, nous, on peut essayer de choisir la constance et de continuer d'avancer pour tenir la bataille culturelle et se dire que le féminisme doit rester
un rempart visible, inclusif et inébranlable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste sur les Tradewives, j'ai cru comprendre que les premières commençaient à divorcer. Et donc, elles vont se trouver confrontées à ce que notre rapport disait, c'est-à-dire une baisse de revenus de 25% qu'on ne retrouve jamais. Donc, je pense que les premières qui vont commencer à dire que ce modèle n'est très probablement pas à suivre, ce sont les premières Tradewives. Mais je vais maintenant passer la parole à Iseline Fourtig-Dutarde du collectif Ensemble contre le sexisme. La parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes, pour utiliser le féminin de majorité. Merci de votre invitation aujourd'hui. Merci également de votre participation au lancement de la campagne nationale contre le sexisme qui a eu lieu, comme vous l'avez mentionné, lundi, qui est diffusée actuellement sur tous les territoires et c'est tout le territoire et c'est une grande fierté pour notre collectif. J'y reviendrai dans un instant. Et puis meilleurs vœux aussi pendant qu'on y est, on a encore le droit de le dire, on est le 29 janvier. Alors, je voulais, j'ai réfléchi à quelques points pour répondre à votre invitation qui vont au-delà de la campagne en elle-même qu'on a lancée, puisque cette campagne on l'a présentée lundi et que vous étiez présente, donc je vais pas vous faire l'offense de la représenter de nouveau. Mais d'abord, je voulais revenir un petit peu sur les masculinistes et je voulais employer l'intitulé d'une table ronde que nous avions organisée avec l'Assemblée des femmes en 2019, qui s'appelait Masculinistes, qui sont-ils, où sont-ils et quels sont leurs réseaux ? Et c'était effectivement avec donc l'association Assemblée des femmes, qui est une association qui fait du plaidoyer féministe et qui essaye, qui réussit d'ailleurs, preuve en est nos échanges aujourd'hui, de mettre dans le débat public des questions que nous nous posons au sein du mouvement féministe et qui sont susceptibles d'être largement objet de débat, d'échanges, de réflexion par la suite. Et c'est vrai que nous, on se posait la question en 2019 sur comment est-ce qu'on peut identifier cette mouvance masculiniste, quelles sont leurs ressources, quels sont leurs ressorts, quels sont leurs leviers de mobilisation. On parlait effectivement des pères sur les grues, qui sont un petit peu les papas des masculinistes d'aujourd'hui, qu'ils en aient obtenu ou non la garde d'ailleurs. Mais on parle également des incels, on parle aussi quelque part de tous ceux qui disent oui mais not all men, tous les hommes ne sont pas masculinistes. Je pense que quand il s'agit d'identifier les masculinistes, les catégories sont utiles parce qu'elles nous permettent d'identifier des mouvements tout l'esprit finalement assez revanchard que l'on retrouve dans ces idéologies-là, qui sont des idéologies qui reportent toujours, qui imputent toujours aux femmes la cause de leur prétendu tourment. Donc ces catégories, elles sont utiles pour comprendre les mécanismes de l'adhésion au masculinisme, mais il faut absolument et avant toute chose prendre en compte la multiplicité des portes d'entrée du masculinisme. On dit tout le temps, quand on réfléchit aux questions féministes et quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut continuer à conquérir les droits dont les femmes ont besoin pour être véritablement émancipées, qu'à chaque crise, il y a des mouvements de recul. Et on le voit aussi au quotidien, on le voit aux conséquents. Et sauf que on a aussi le sentiment que nous vivons en permanence une période de crise, que finalement il suffira d'une crise, désigne un état permanent du monde dans lequel il convient d'apprendre à naviguer. Et nous, les féministes, nous le faisons lorsque nous sommes dans une vigilance constante face aux menaces sur nos droits. Force est de constater que les masculinistes le font aussi et qu'ils utilisent l'instabilité géopolitique, la désinhibition de tous les discours de haine pour en arriver à la promotion des valeurs traditionnelles comme étant des refuges et pour également promouvoir sans aucun complexe le développement d'usages violents dans un entre-soi masculin. Et je voudrais ici vous rappeler, peut-être si vous n'en avez pas eu connaissance, que nous assistons aujourd'hui
à des premières instructions sur le développement des tortures et des violences par le biais de fils Telegram, qui sont des fils Telegram avec des hommes de tous les âges, mais qui sont impulsés notamment par des jeunes hommes et qui incitent à la violence, puisque pour rentrer dans ces communautés masculines numériques, il faut torturer des chatons. Enfin, concrètement, c'est de ça dont on parle. Il faut potentiellement torturer des femmes, il faut contraindre des femmes à s'auto-torturer. Et que nous voyons aujourd'hui les premières instructions, mais que, encore une fois, quand on lit les comptes rendus des premiers actes d'enquête, on a le sentiment qu'encore une fois, on a trouvé un arbre, mais que cet arbre, il cache une forêt. Et cette forêt, on n'a aucune idée des conséquences réelles dans le monde aujourd'hui, puisque ce sont des tortures qui sont, par essence, qui sont parfois auto-infligées, donc avec toute la honte qu'il en résulte pour les victimes de ces tortures, avec évidemment un plus difficile recours à la justice. Et puis, c'est des tortures qui se développent sur l'espace numérique, où elles sont plus difficiles à identifier. Et vous, au sein de la délégation de droits des femmes, vous avez fait un rapport essentiel sur la lutte contre l'industrie pornographique, en parlant de l'enfer du décor. Et vous avez mis le doigt sur finalement l'impunité des tortures en ligne, puisque ce rapport est essentiel, mais pour autant, aujourd'hui, on ne voit pas des dizaines et des dizaines de producteurs de ces contenus qui sont condamnés. Donc l'impunité reste extrêmement forte. Et pourquoi est-ce que je parle des contenus violents liés à l'industrie pornographique ? C'est que et vous allez trouver l'anecdote peut-être étonnante, mais c'est un très bon marqueur de la différenciation des usages sur Internet liés au développement du masculinisme. Quand on regarde les flux d'usage d'Internet au niveau mondial, quand on regarde les consommations de vidéos, on se rend compte que les vidéos pornographiques violentes sont essentiellement regardées par des hommes, que ça concerne effectivement une part très importante des usages sur Internet. Et on se rend compte que les vidéos de chats sont davantage regardées par des femmes et que ce sont des vidéos mignonnes et que ce sont des vidéos qui amènent un divertissement différent. Et pourquoi j'en viens à ce point ? C'est pas pour dire... c'est pour dire que le divertissement des hommes et le divertissement des femmes sur Internet prennent des formes qui sont très différentes et qui sont, pour l'une en tout cas, véhiculent de la violence et banalisent la violence. Donc j'avais tout un point sur la promotion des comportements violents à l'appui de l'affirmation masculine. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire là-dessus, mais peut-être terminer sur dire que quand on parle de masculinisme, on invite aussi à la réflexion sur ce que le sexisme fait aux hommes. Il incite les hommes à diluer leur propre responsabilité individuelle dans des mécanismes collectifs, à se dire c'est pas si grave, parce que les autres le font, parce qu'on m'a incité à le faire, parce que si je ne le fais pas, je n'appartiens pas au groupe, et que c'est finalement plus important pour moi d'appartenir au groupe que de reconnaître aux femmes qu'elles sont elles aussi détentrices de la même humanité que la mienne en tant qu'homme qui veut appartenir à ce groupe violent. Donc cette mise à distance de l'humanité des femmes, elle se conjugue avec une construction idéologique qui est celle de la guerre des sexes et contre laquelle nous, en tant que militantes féministes, on est tout le temps obligés de se mobiliser et de dire non, les féministes, elles sont pas là pour faire la guerre aux hommes. C'est pas notre enjeu, c'est pas notre objet. Et en plus de ça, la réalité tangible de l'ensemble des violences que je viens de décrire prouve quand même que c'est bien et largement l'inverse qui se déroule dans le monde physique ou dans le monde numérique. Faustine a parlé à l'instant des stratégies d'influence des masculinistes et donc je ne vais pas y revenir, mais simplement dire effectivement, et c'est très important, que les contenus misogynes sur Internet sont plus facilement monétisés et plus rapidement monétisés que les autres contenus, que les contenus qui appellent à la haine et qui promeuvent la haine sont des contenus qui sont très rapidement mis en valeur sur les plateformes et auxquels de nombreux usagers et internautes sont exposés, qu'ils se nourrissent bien sûr du sectarisme, de l'identitarisme, du complotisme, et que tout ça, ce sont des mouvements qui sont très en lien avec le développement de l'extrême droite et de tous les réseaux qui gravitent pour promouvoir ces idées, que ça va aussi avec une affirmation politique viriliste auquel nous assistons, et je pense que vous voyez toutes à quoi je fais référence. Et face à ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau du collectif Ensemble contre le sexisme, pour lutter, donc de passer d'Ensemble contre le sexisme à Ensemble contre le masculinisme. C'est primordial puisque
au-delà de tout ce que je viens de vous présenter, de ce que nous venons de vous présenter, à la lecture du baromètre du HCE sur l'état du sexisme en France, qui donc est paru la semaine dernière, on observe une croissance, un approfondissement du gender gap sur les questions féministes, avec des générations de jeunes femmes qui sont de plus en plus sensibilisées, conscientes des enjeux féministes, et des générations de jeunes hommes qui, eux, considèrent que ça va les priver de tous leurs droits et de tous leurs privilèges, avec une peur donc de la privation de ces privilèges masculins, avec une croissance du sexisme hostile. On observe la transition finalement d'un discours qui était déjà un discours misogyne, mais qui n'était pas assumé comme tel, puisqu'il se parer des atours de l'égalité, avec tous les discours sur la résidence alternée, sur l'égalité légale, sur le fait qu'il faut laisser le temps au temps et que l'égalité arrivera d'elle-même. On passe de ce discours-là à un discours qui prône finalement le backlash, qui prône le retour à des valeurs réactionnaires et conservatrices, avec le fait de dire que les féministes sont responsables d'un prétendu grand remplacement. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Avec le fait de dire que les féministes sont là pour se venger des hommes et se venger de 2000 ans de domination masculine qui n'était finalement pas si mauvaise puisqu'elle s'est installée pendant si longtemps. Et tout ça, ce sont donc des conséquences politiques très fortes de l'affirmation du virilisme. Et c'est pour cette raison que le HCE vous invite à intégrer le terrorisme misogyne dans les doctrines de sécurité. Et c'est indispensable, et je voulais vraiment insister là-dessus, parce que si nous ne considérons pas le masculinisme comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une menace constante envers l'ordre public, nous manquons vous manquez en tant que pouvoir public à vos responsabilités en tant que responsable des principes de précaution, de l'affirmation des politiques pour permettre aux femmes et aux hommes de vivre en sécurité. Et on a absolument besoin de constater que, d'une part, le masculinisme est une menace constante à l'égard des femmes, et aussi qu'il génère des coûts très importants. Et je vous renvoie pour ça aux travaux de Lucille Pétavin, qui a beaucoup fait de recherches et a publié des recherches sur le coût de la virilité, dont je pense que vous avez toute connaissance, donc je ne développerai pas plus là-dessus. Un dernier point peut-être sur la stratégie donc, de notre collectif. Nous attachons notamment depuis cette année et avec le lancement de cette campagne nationale, à développer des outils pédagogiques anti-masculinistes, clairement. C'est-à-dire qu'on tente de le décrire comme ce qu'il est, un courant sectaire, un courant potentiellement terroriste. On invite à la mobilisation dans le cadre de la Journée nationale contre le sexisme, et on a mis en place une campagne d'affichage et de contenu sur les réseaux sociaux qui incite le public à se reconnaître parmi les victimes du sexisme et à considérer que le sexisme touche l'ensemble des femmes et toutes les proches finalement, que ça soit pour les auteurs ou pour les victimes. On connaît toutes une femme victime de sexisme, et donc c'est ce qu'on a voulu dire. Pour autant, cette campagne, bien qu'elle appelle à la prise de conscience, elle sera évidemment pas suffisante si il n'y a pas des mesures adéquates qui sont prises par les pouvoirs publics. On peut envisager énormément de choses. En droit, on peut envisager davantage de barémisation des préjudices liés au sexisme, et ce dans tous les champs du droit. On peut envisager en matière pénale le développement d'alternatives aux poursuites qui permettent une véritable prise de conscience du sexisme, et qui ne soit pas juste un stage à cocher pour avoir satisfait aux obligations liées à la composition pénale. Il faut surtout nommer. On est parvenu à une certaine victoire idéologique au sein du féminisme, en considérant parce que désormais le féminisme n'est plus un tabou. Pour autant, il faut absolument empêcher que la lutte contre le masculinisme le soit et le devienne, et on a besoin d'être très vigilante par rapport à ça. Et puis, bien sûr, intégrer la lutte contre le masculinisme de manière transversale dans l'action publique, mais aussi à travers l'action des entreprises, à travers la responsabilité sociale des entreprises. C'est indispensable, et nous, on continuera avec nos réseaux, notamment dans les secteurs du numérique, à le porter. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, et j'ai là les affiches que je vais faire passer à mes collègues de cette fameuse campagne qui est lancée, et je vais aller en choisir. Oui, c'est juste pour les montrer. Oui, toi tu les connais par cœur, et donc je peux montrer à l'écran. Donc comment cette femme
qu'on rabaisse. Et si c'était ta fille? Cette femme qu'on dénigre. Et si c'était ta pote? Et cette femme qu'on dégrade. Et si c'était ta collègue? Et il y a aussi, mais je ne les ai pas là, mais il y a aussi ta mère, ta sœur, et effectivement, et d'ailleurs, on peut porter cette campagne auprès de nos frères, nos pères, nos fils, nos maris, donc pour qu'eux-mêmes portent cette campagne, parce qu'ils ont une femme, une fille, etc., une sœur. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pour montrer que la violence, même si elle est sur Internet, elle n'est pas anonyme et elle blesse bien quelqu'un de façon tout à fait réelle. In real life, n'est-ce pas? C'est comme ça. Hein. Ah ouais, je commence à avoir, à m'acculturer au vocabulaire. Donc voilà, parce qu'effectivement, on se rend compte que les masculinistes utilisent une novlangue également pour pouvoir, eux, passer les filtres. Donc c'est assez intéressant et je pense que le problème, c'est que si tout le monde se saisit d'une novlangue pour passer les filtres, à la fin, on aura du mal à se comprendre. Il faudra avoir tout un lexique. Mais bon, je passe maintenant la parole à mes collègues rapporteurs. Et donc, qui prend la parole en premier? Allez, Olivia Richard. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Merci beaucoup, Mesdames, pour ces présentations aussi complètes que passionnantes. Non pas que depuis quelques semaines que nous avons commencé nos auditions, nous n'avions pas déjà conscience de la plupart des choses que vous nous avez dit, mais ça fait toujours de bien de replacer dans un contexte, de structurer. Et je dis ça notamment parce que j'ai pu assister hier soir, enfin j'ai regardé la télé, un débat auquel participait notre présidente révérée sur Public Sénat, sur les masculinistes. Et c'est toujours intéressant parce que globalement, on parle entre nous, on est d'accord. Et de se confronter en réel, c'est-à-dire des gens qui ne le sont pas, et qui sont quand même assez nombreux, ça permet de prendre conscience des efforts à faire, et j'en veux pour preuve un éditorialiste qui avait bien travaillé son sujet, et qui, tout en se disant complètement convaincu de la nécessité de parvenir à l'égalité, considérait que les mouvements masculinistes étaient marginaux. Sa voisine expliquait que ça correspond à 3%, s'appuyant sur une étude néo-zélandaise que je ne me suis pas empressée d'aller chercher, que ça correspondait aux 3% qui, de tout temps, dans toute société, recouvrent les psychotiques. Et que donc c'est comme ça, les psychopathes. Dans toutes les sociétés, il y a 3% de psychopathes. Donc c'est même catégorie, même combat, pas un sujet. Voilà, donc elle, évidemment sans citer aucune source, et que bien sûr il faut parvenir à l'égalité, mais tant que les femmes continueront à chercher leur partenaire parmi les hommes beaux, riches, puissants, on ne résoudrait pas le problème. Bref, dans la série, c'est toujours la faute d'une femme. Voilà, donc cette relativisation d'un phénomène qui était pourtant documenté, y compris sur le plateau, parce que certains avaient fait le travail de s'intéresser à ce qu'on trouve en ligne, ce qui est très facile à trouver, m'a fait prendre conscience, si besoin était, et besoin n'était pas tellement, qu'on a raison de s'intéresser à ce sujet. Et merci Laurence Rossignol de l'avoir proposé, et bravo à la délégation de l'avoir accepté. Je rebondis juste sur 3 choses. La première, il a été dit par la plupart d'entre vous, et à commencer par Sarah Durocher du planning familial, sur cette question de s'adresser à des jeunes hommes. Je mets en parallèle une déclaration du gouverneur de la Banque de France, qui, je ne sais absolument rien de ses convictions politiques, mais n'est pas dans mon prisme comme étant un féministe, un dangereux gaucho et féministe acharné. C'est juste pour souligner ce parallèle que vous faisiez sur le manque de financement d'un côté et le surfinancement de l'autre.
Il a rappelé le rôle des boomers dans le développement du pays et le fait qu'ils méritent toute notre considération. Et néanmoins, il a souligné que la France faisait systématiquement le choix des seniors plutôt que des jeunes dans le débat budgétaire. Il dénonce la double peine pour les jeunes. Ces dépenses que l'on fait pour les seniors, on ne peut pas les faire pour les jeunes générations. Et comme nous avons plus de déficits, nous leur transférons la facture. Donc non seulement les mouvements masculinistes sont surfinancés, mais en plus, ils en profitent pour investir à destination des jeunes. Et nous, à l'inverse, on fait le choix, dans nos politiques publiques, de s'intéresser plutôt aux retraités. Donc on a un problème, en effet, de quelle société on veut construire pour demain. Et je m'adresse plutôt au pouvoir public. Il y a un moment, il faudrait essayer d'investir dans quelque chose qui dure, à savoir les jeunes. Pour revenir sur la question de la gender fatigue, je ne sais pas comment on répond à des hommes qui, tout en étant convaincus que c'est pas bien que les femmes soient victimes de violences ou de discrimination, en ont marre d'être considérés comme des méchants. Parce que c'est un vrai sujet. La plupart des hommes avec qui je peux parler sont pas hostiles, mais sont pas du tout acclimatés. Et en effet, ils se sentent attaqués et remis en cause eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et juste une question sur que vous avez dit... Madame, j'arrive pas à voir votre nom. Il y a un reflet, pardon. Vous, oui. Faustine, pardon. Vous avez parlé des financements des travaux de Nil Data. Le milliard et quelques que vous évoquez, c'est pas juste en France, n'est-ce pas? C'est au niveau international. Donc on peut pas tout à fait comparer vos 20 millions. Mais on espère l'avoir en audition, qui puisse nous présenter. J'aimerais beaucoup qu'on puisse évaluer le montant de ce que ça rapporte, de quelles entreprises investissent aussi, parce que vous citiez ce terrain, mais quand on cite ce terrain, c'est une entreprise, et les gens, quand ils achètent ça, n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils financent indirectement, et tout est politique, donc il faudra réussir à chiffrer. Bien, merci. Béatrice. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors moi, je reprends 2 points que vous avez dit. Il est vrai que le porno et l'exploitation du porno est immense, et ce sont vraiment des tentacules énormes. Et là-dessus, il faut vraiment qu'au niveau législatif, on arrive à bloquer ces problématiques, parce que je pense que beaucoup de gens, et vous le disiez, qui sont adeptes du porno, vont sur des relations ensuite qui vont plus vers la violence que vers des relations dites normale et affective. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous parliez des jeux vidéo. Et en fait, je fais partie de la commission culture avec Marie-Pierre, et nous avons eu une audition de personnes qui font des jeux vidéo. Et il est vrai, c'est vrai, c'est un constat, que c'est essentiellement masculin. Mais il disait aussi, et je pense que c'est une porte à ouvrir, que lorsqu'ils ont des femmes, ils apprécient, parce que c'est un autre regard et parfois une autre vision, avec des choses beaucoup plus douces. Vous le disiez par rapport aux images de chats et aux images voilà. Et ben, je pense que c'est aussi à nous d'intégrer ce genre de mouvement, parce que c'est pas une... Alors après, c'est vrai que c'est dit par des responsables, et peut-être que c'est moins vrai dans la vraie vie, dans le monde du virtuel, mais je pense que réellement, si on avait beaucoup de gens, de femmes qui s'intéressent à faire de la création de jeux vidéo, on aurait peut-être moins cette difficulté, cette violence et ce sexisme qu'on peut découvrir. Voilà, c'était un point. Et dernier point, c'est à vous, madame, que je m'adresse, madame Dumont. Vous avez dit que dans l'enseignement EVARS est évidemment nécessaire et indispensable, mal fait et pas encore suffisamment payé, ça c'est certain. Par contre, il y a une chose qui m'a un peu interpellée, c'est votre position concernant l'enseignement privé. Vous disiez qu'il n'est pas fait pareil dans l'enseignement privé. Alors, quels sont les éléments que vous avez factuels qui permettent de le dire? Merci. Alors, le temps que vous branchiez votre micro, juste je précise à notre collègue que nous sommes en train de faire un travail sur les jeux vidéo, justement, c'est l'autre rapport où on se rend compte qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent, mais pas qui font, et c'est justement l'objectif de notre rapport, donc on rejoint cette préoccupation, tout à fait. Je n'ai pas le détail exact, mais je suis certaine d'avoir lu que dans l'enseignement privé, ils mettent en place quelque chose d'ailleurs qui ne s'appelle pas les VARS. Je ne sais plus quelle lettre a été supprimée. C'est ça, voilà. Et qui, en fait,
En fait, et voilà. Et en fait, qui quand même reprend l'idée que cette question-là, ça doit appartenir aux parents d'abord. Enfin bon, en tout cas, il y a un décalage entre ce que le représentant de l'enseignement privé avait dit au Conseil national des programmes, où il s'était engagé, c'était très bien, et ce qui se met réellement sur le terrain. Oui. Oui. Et puis je pense qu'on a une petite différence entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement privé hors contrat et l'enseignement privé laïque ou l'enseignement privé très religieux. Je pense que c'est que le sous-contrat, là. Oui. Enfin, il fait ce qu'il veut. Moi, je vous parle de l'enseignement privé sous contrat. Non, il fait pas ce qu'il veut. Voilà, moi, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, parce que... Justement, depuis le Volgatel, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà, parce que je pense que... Je ne vais pas regarder en détail le programme. Vraiment, je me renseignerai. Merci. Mais j'ai quand même noté qu'il y avait un petit décalage. Je me renseignerai parce que j'ai fait travailler très longtemps dans l'enseignement privé. Alors évidemment, on ne parlait pas à l'époque, puisque moi j'ai quitté il y a un certain nombre d'années, il y a 5 ans, on ne parlait beaucoup moins de cette éducation, même si c'était déjà évoqué, mais ce n'était pas aussi avancé, et c'est très bien que ça le soit. Mais honnêtement, je pense qu'on ne peut pas non plus dire des choses sans qu'elles soient étayées de façon précise, parce que ça permet de remonter auprès de ces établissements et de dire, voilà, peut-être qu'ici, vous avez fermé une porte qui n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire. Voilà, mais moi je pense qu'il est important de le savoir de façon très précise et de pouvoir remonter auprès du secrétaire général de l'enseignement privé. Allez, Laurence Rossignol. Merci. Je voulais d'abord vous remercier toutes pour vos contributions. Vous savez, nous, on va faire un rapport, donc on écoute ce que vous nous dites et en même temps, on se dit comment on va le traduire dans le rapport, comment on va le dire. D'abord, je pense que c'est très important de poser que le masculinisme n'est pas un phénomène numérique. Les contributions qui ont été apportées en particulier par la FNSF me paraissent extrêmement importantes parce que dans nos difficultés à mobiliser, à sensibiliser autour de nous sur la question du masculinisme, on n'a pas l'impression qu'on parlerait, quand on parle masculinisme, d'un phénomène qui est marginal et cantonné aux réseaux sociaux. Non, ça a des conséquences dans la vie des associations féministes et dans la vie des femmes que les associations féministes accompagnent et des femmes qui sont les accompagnantes. Je pense que c'est vraiment important qu'on mette ça dans notre travail. Je pense qu'il faudrait qu'on aille plus loin sur le lobbying parlementaire du masculinisme. Ça a été évoqué par Camille, hein, c'est ça. Ça a été évoqué par... Alors, c'est plus présent à l'Assemblée, mais peut-être ce serait intéressant si vous avez de quoi préciser et que nous, on puisse bien le documenter, le lobbying parlementaire et comment il se dissimule. Moi, j'ai déjà, par exemple, la PPL sur la garde alternée de droit commun, que je vois revenir depuis 15 ans systématiquement et qui fait l'objet d'un lobbying spécifique, est effectivement un des sur la garde alternée. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on... Mais alors... On travaille aussi au Sénat avec une collègue qui est membre de la DDF, mais qui n'est pas là ce matin. Mais on a une commission d'enquête qu'on vient de mettre en place. Alors, comment elle s'appelle, cette commission d'enquête? Sur la transparence des financements privés, des fondations et leurs conséquences dans la vie réelle. On va effectivement travailler sur les questions de mécénat et de ciblage des mécénats et les fondations et dans les politiques publiques. C'est ça, c'est les conséquences, transparence et politique publique des financements des fondations. Voilà. D'ailleurs, on verra à ce moment-là, je pense que cette commission d'enquête verra la Fondation des femmes également. Parce que dans les choses très inquiétantes, c'est qu'il y a effectivement une rareté des subventions publiques. Et il y a un appel au mécénat. Et l'appel au mécénat
il se traduit en des montants très injustes et très inéquitables entre les associations qui interviennent dans les droits des femmes et les autres. Et donc, on va avoir là un énorme problème. Donc, voilà. Ça, c'est pour mes collègues tout à l'heure. Mais voilà. Et merci de vos contributions parce que vous avez bossé. Tout était absolument passionnant. Et je me réjouis que Françoise, au nom de la LDH, ait dit ce qu'elle a dit sur le porno. Parce que quand on a fait le rapport porno, nous n'avions pas eu cet échange-là avec la Ligue des droits de l'homme à l'époque, qui prenait la question du porno sous l'angle des libertés individuelles, de l'atteinte aux libertés individuelles. Et je me réjouis de cette évolution de la Ligue des droits de l'homme sur la question du porno. Un débat facile, hein, même au sein de la Ligue, parce qu'il y a la liberté individuelle et puis il y a la liberté de création, auquel, oui, auquel aussi, on est confronté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on a intitulé notre journée Évolution de l'industrie pornographique, parce que si on avait intitulé pornographie tout court, on aurait été confronté encore à des tas de débats internes. Bon, voilà. Mais on avance. Vraiment, je pense qu'on avance. Très bien. Écoutez, moi aussi, il me reste à vous remercier. Effectivement, dans les points importants à soulever, c'est les attaques dont a pu nous parler Sarah Durocher contre le planning familial, mais aussi du coup les attaques contre le FNSF et le 3919. Je pense que c'est intéressant à voir que effectivement là pour le coup dans la vraie vie ça se passe et ça ne sont pas que des raids des raids cyber. Si tant est d'ailleurs qu'on puisse accepter même qu'il y ait ce genre de raid. Le financement, c'est un des sujets sur lesquels on va effectivement travailler pour bien comprendre par quel biais viennent ces financements. Et effectivement, on sait que de toute façon, de l'argent public, on n'en aura pas forcément, mais puisque c'est un choix de société, je crois qu'il faut savoir le faire valoir pour que chacun et chacune d'entre nous puisse faire ce choix et aller aider à ceux qui font que l'égalité et non pas la supériorité, justement, puisqu'on lutte contre la supériorité de l'un sur l'autre. C'est donc bien l'égalité que nous cherchons à avoir. Et puisque Olivia Richard faisait aussi référence à l'émission d'hier soir, où il nous a quand même été dit qu'aujourd'hui, les femmes dans les entreprises privées étaient embauchées plus cher que les hommes. Je crois que là, on a quand même 2-3 chiffres qui nous montrent qu'on n'en est pas tout à fait là. Et là encore, on demande juste à avoir à salaire égal, à niveau égal et à poste égal et avec les mêmes possibilités d'avancement, effectivement, et ne pas être bloqué à la première grossesse, puisqu'on ne peut pas à la fois nous dire qu'il faut qu'on ait des enfants et à la fois nous empêcher de vivre parce qu'on aurait des enfants. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces participations. Nous remettrons notre rapport au mois de juin. Vous l'avez compris, on a encore du pain sur la planche, mais j'espère qu'on en sortira quelque chose d'utile qui permettra d'orienter les politiques publiques et puis d'appuyer toutes celles qui font vivre ce besoin d'égalité sur l'ensemble de nos territoires. Merci à vous.